Bonjour, aujourd'hui une deuxième vidéo sur le chapitre 5, un regard sur l'évolution de l'homme. Dans la précédente vidéo, on a replacé en fait la position de l'homme dans le règne animal. Rappelez-vous, l'homme est un mammifère évidemment, un primate. Au sein des primates, il fait partie d'un groupe plus restreint de grands singes, les singes anthropomorphes, gorilles, orang-outans, gibbons, chimpanzés, qui partagent évidemment tous un ancêtre commun et donc des caractères dérivés en commun, comme le coccyx par exemple et la disparition de la queue. Et au sein de ce groupe des grands singes, grâce à toujours pareil, des comparaisons ou des données anatomiques, morphologiques, embryonnaires et surtout des études moléculaires, rappelez-vous, on peut comparer la séquence en nucléotides des gènes, on peut étudier le karyotype, et ben tous ces arguments ont conduit à affiner encore les relations de parenté, démontrer qu'aujourd'hui, c'est ce que ce schéma illustre, l'homme partage la plus forte parenté avec le chimpanzé. Ça veut dire que ces deux espèces dérive d'un ancêtre ou d'une population ancestrale, on parle du DAC, du dernier ancêtre commun, qui on estime vivait sur le continent africain il y a 7 millions d'années. Et à partir de cet ancêtre, il y a une divergence, il y a une lignée évolutive qui conduit à nous, et la lignée évolutive des chimpanzés. Donc le dernier travail qui nous reste, c'est de voir un peu ce qui s'est passé en fait pendant ces 7 derniers millions d'années de notre histoire. Par contre, la problématique, c'est que il n'existe évidemment plus que des fossiles pour reconstruire ces dernières étapes de notre histoire. Donc la problématique, qui est souvent la problématique d'un 2-2 au bac, on vous propose un fossile découvert, comme par exemple ce crâne de primate daté de 2 millions d'années, et donc il va falloir argumenter. Est-ce que ce fossile appartient à la lignée évolutive du chimpanzé, ou est-ce qu'au contraire, il appartient à la lignée évolutive de l'homme, auquel cas il rentre dans notre histoire et on doit évidemment le prendre en compte. Donc comment savoir si un fossile appartient à telle ou telle lignée? Il faut d'abord au préalable définir ce qu'on appelle les caractères dérivés de l'homme, c'est-à-dire établir ce qui fait l'homme par rapport évidemment au chimpanzé. Donc c'est ce qu'on va d'abord étudier, les caractères dérivés propres à la lignée humaine. Alors il y en a 3 à retenir importants. Le premier caractère qui fait l'homme, c'est la bipédie, mais attention, la bipédie totale et exclusive, puisqu'en fait il existe de nombreuses bipédies. Le chimpanzé, donc mon plus proche cousin vivant, lui aussi possède une bipédie, mais elle n'est pas totale, elle n'est pas exclusive, puisqu'une partie de son temps, il le passe à l'état quadrupède, alors que nous avons uniquement la bipédie. Donc il faut bien considérer que le caractère qui est propre à notre histoire, c'est la bipédie exclusive totale. Alors l'autre idée intéressante, c'est que cette bipédie qui s'impose de manière totale chez nous va fortement transformer le squelette. Donc l'idée, c'est que quand on va retrouver des parties de squelette fossiles, on peut identifier au niveau des os retrouvés si la bipédie était présente, totale, exclusive ou non. Alors il faut retenir les principales modifications de ce squelette liées à l'acquisition de la bipédie exclusive. On peut déjà noter la courbure de la colonne vertébrale. Un chimpanzé ou un gorille quadrupède a une principale courbure dans la colonne vertébrale, alors que la position bipède, le redressement du corps, impose 4 courbures au niveau de la colonne vertébrale. Les membres aussi antérieurs, quand des quadrupèdes, sont plus longs que les membres postérieurs. C'est l'inverse pour un organisme bipède, les membres antérieurs sont plus courts que les membres postérieurs. Le bassin aussi peut être source d'information. Un bassin de quadrupède est un bassin qui est très étroit et très haut. Par contre, un bassin de bipède, comme le bassin de l'homme, est un bassin qui est beaucoup plus court, voyez, beaucoup plus large, beaucoup plus évasé. Il réalise vraiment une espèce de cuvette dans laquelle viennent se positionner les viscères. Le col du fémur, lui aussi, est un caractère évidemment important à considérer. La quadripédie impose, on voit ici, un fémur qui est droit par rapport au bassin, alors que le fémur d'un homme bipède est oblique. Le col du fémur est différent ici, ce qui va en fait rendre le fémur oblique par rapport à l'axe du bassin, ce qui permet évidemment une bipédie plus franche et moins chaloupée qu'un fémur droit présent chez un chimpanzé par exemple. Dernière modification imposée par la bipédie, c'est la migration du trou occipital. Le trou occipital, vous vous rappelez, c'est cette zone, ce trou qui laisse rentrer la moelle épinière ou sortir la moelle épinière du cerveau. Et chez un chimpanzé, le trou occipital est très à l'arrière du crâne, ce qui fait qu'il a une quadripédie qui est facile et la tête qui regarde vers le bas. Par contre, nous sommes des bipèdes exclusifs et nous avons un trou occipital qui est centré. De cette manière, quand ma tête est posée sur ma colonne vertébrale, je ne fais en fait presque aucun effort pour regarder devant moi. Donc la position du trou occipital est aussi un signe fort de la bipédie exclusive. Okay. Donc vous avez, je reviens rapidement, mais plusieurs caractères squelettiques qui permettent d'identifier
la bipédie franche et totale d'un fossile. Le deuxième argument qui va vous aider, c'est le volume crânien élevé et la réduction de la face. Ce qui fait l'homme, c'est d'avoir un grand volume cérébral. Si on compare la capacité cérébrale du chimpanzé, on est autour de 400 cm3, l'homme on est plutôt vers 1350-1400 cm3. Donc c'est un caractère fort de l'homme, le volume crânien élevé. Et deuxième aspect, toujours au niveau crânien, c'est la réduction de la face. Les chimpanzés ou les gorilles ont une face qui est très projetée vers l'avant, on parle d'un fort prognatisme, vous voyez un bourrelet au-dessus des yeux qu'on appelle aussi un bourrelet susorbitaire, l'absence de front. Par contre, nous, hommes, on a une face qui est plate, on a un front, et on a du coup perdu ce prognatisme, cette face projetée qui est un caractère simiesque, alors que la face plate est un caractère d'homme. On peut retrouver ça au niveau de la mâchoire. La mâchoire d'un chimpanzé est une mâchoire, vous voyez, qui forme un U, et qui explique ce prognatisme, alors que la mâchoire d'un homme est une mâchoire qui a une forme parabolique, elle s'écarte ici, ce qui va conduire à la réduction du prognatisme. Ici, on peut aussi voir l'angle facial ici, qui est 90 degrés presque chez nous, et qui est beaucoup plus petit chez le chimpanzé. Donc ça, c'est le deuxième critère qui fait l'homme, posséder un volume crânien élevé et avoir une face plate. Le dernier critère qui fait caractère dérivé de l'homme, c'est la dimension culturelle et métaphysique. L'homme va développer des outils, va développer des peintures, des sculptures, va développer un culte de la mort, enterrer ses proches, des sépultures. Donc tout ça témoigne d'une pensée abstraite que ne va pas développer de manière aussi franche les chimpanzés. Donc voilà, 3 critères qui vont permettre d'identifier la présence ou pas d'un fossile dans notre lignée. Le fossile, alors l'idée est simple, si un fossile possède au moins un des caractères dérivés que j'ai présentés, la bipédie totale, ou le volume crânien important, réduction de la face, ou un aspect métaphysique, et ben cela suffit à le placer dans la lignée qui conduit à l'apparition de l'homme. Par contre, évidemment, plus il va y avoir de caractères dérivés propres à l'homme, plus cela témoignera d'une parenté forte. Alors, grâce à ce travail, on a évidemment étudié de nombreux fossiles et on a démontré l'existence de ce qu'on appelle des stades préhumains, c'est-à-dire des fossiles qui appartiennent à notre histoire, mais qui ne sont pas vraiment définis comme le genre Homo. Rappelez-vous, on fait partie évidemment à notre espèce du genre Homo, on est des Homo sapiens. Alors il y en a de nombreux, vous pouvez en retenir peut-être 2. Toumaï, qui est intéressant parce que c'est un fossile, on n'a retrouvé que cette partie du crâne, qui est datée de 7 millions d'années, qui le rapproche évidemment sans en faire, mais qui le rapproche de l'ancêtre commun en homme-chimpanzé, qui a dû exister un petit peu avant sur le continent africain. Alors, pourquoi on a placé Toumaï dans notre histoire, dans notre lignée évolutive? Parce qu'il a une face plate, il a un angle facial proche de 90 degrés, et il a déjà un trou occipital qui a migré vers le centre du crâne. Donc sur ces critères, on peut admettre que Toumaï a déjà une bipédie franche marquée, et cette bipédie franche marquée est un caractère avec la réduction, la face réduite, et la place du trou occipital de notre histoire. Donc ça en fait un représentant ancien de notre histoire. Mais vous voyez qu'il a encore un volume évidemment crânien faible de l'ordre de 300 cm3, ce qui est un caractère fort simiesque. Mais le fait de posséder au moins un caractère dérivé de l'homme, c'est-à-dire cette bipédie qui semble déjà bien marquée, en fait un représentant de notre histoire. L'autre représentant de notre histoire importante, c'est tout le groupe des australopithèques qui sont nombreux. Vous connaissez évidemment le plus médiatique, c'est Lucie, ici avec les ossements qu'on a retrouvés. Et Lucie, grâce à son bassin qui est court, large, et à son fémur oblique avec le col du fémur ici, permet aussi de le mettre, ce fossile, dans la lignée évolutive de l'homme, puisque pour les scientifiques, Lucie a une bipédie aussi qui commence à être marquée, franche, et donc c'est un caractère fort. Et donc on voit aussi que parmi les caractères dérivés qui font l'homme, le premier caractère à apparaître, il y a de cela quelques millions d'années, c'est le caractère bipédie. Parce que on a encore ici des volumes crâniens qui sont très faibles, et pour certains fossiles comme les australopithèques, un prognatisme fort. Donc, mais on applique la règle, si un caractère est possédé, cela suffit à le mettre, le fossile, dans la lignée évolutive de l'homme. Donc voilà pour l'existence du genre des pré-humains. On arrive à l'émergence du genre Homo, et donc l'origine de l'homme moderne, c'est-à-dire l'Homo sapiens. Alors retenir que
pour faire partie du genre Homo, quelques critères à retenir. Bon, le genre Homo a une face réduite et plate, donc ça y est, le prognatisme a disparu, donc la mandibule est parabolique. Le volume cérébral, on va retenir ce chiffre clé, doit être supérieur à 600 cm3. On a presque doublé par rapport aux chimpanzés qui sont plutôt vers 300 cm3, ou aux premiers représentants de notre histoire, qui ont aussi un volume cérébral faible. Une bipédie, ça y est, qui est vraiment totale, stricte, et qui permet justement la course à pied, et une production d'outils variés. Les premiers australopithèques, d'après les découvertes, n'ont pas encore développé d'outils variés. Les premiers vraiment sont les Homo habilis, l'Homo habilis. Alors vous pouvez en retenir quelques-uns, il y en a trois par exemple à retenir. L'homme habile, l'Homo habilis, qui est le premier donc à développer des outils et donc l'aspect culturel aussi. L'Homo erectus, qui est un représentant important, qui est le premier à avoir quitté le continent africain. Et l'Homo neanderthalensis, aussi un représentant important de notre histoire, puisqu'on a côtoyé cette espèce pendant des milliers d'années. Donc voilà les idées clés à retenir pour identifier ce qu'on appelle le genre Homo. Alors vous pouvez retenir, je rappelle, l'Homo erectus par exemple, ou l'Homo neanderthalensis comme représentant du genre Homo. Alors voilà, pour finir, si je résume, rappelez-vous, on avait ici le DAC, le dernier ancêtre commun, homme-chimpanzé, la lignée qui conduit au chimpanzé, la lignée qui conduit à l'Homo sapiens. Et aujourd'hui, évidemment, grâce aux fossiles découverts et aux critères étudiés, on a pu encore affiner l'histoire évolutive de l'homme, et on voit évidemment qu'on a une parenté avec les australopithèques, l'habilis, erectus, mais aujourd'hui on peut aller jusqu'à traduire que la plus forte parenté on la possède avec l'homme de Néandertal. C'est l'espèce dont on est le plus proche, malheureusement, de toutes ces espèces qui racontent un peu notre histoire. Et ben il n'y en a qu'une seule qui a survécu, c'est l'Homo sapiens. Alors je voudrais pour finir rappeler que ça peut être un exercice, mais montrer que cette représentation est fausse. Souvent, vous avez ici une représentation de l'évolution de l'homme, elle est fausse parce que, justement, elle ne traduit pas ce qu'on observe sur le terrain. Ici, on voit une vision de l'évolution linéaire, comme si l'homme devait arriver dans cette évolution comme une finalité en fait, et les données nous montrent l'inverse. Aujourd'hui, si on veut retracer notre histoire évolutive de ces derniers 7 millions d'années, donc on a l'ancêtre commun à la lignée des chimpanzés et de l'homme, Homo sapiens, et les fossiles montrent que, bon, alors évidemment il y a des données moléculaires, embryologiques, etc. qui vont permettre de justifier cette parenté, on en a parlé, et ensuite on va travailler sur des caractères qui vont progressivement apparaître. Donc le premier caractère c'est la bipédie franche, et on a déjà Toumaï, on a les australopithèques qui ont ce caractère bipédie, modification du squelette, et puis petit à petit on va voir d'autres caractères comme l'apparition des outils, comme le volume crânien qui va augmenter, la réduction de la face, développement culturel, etc. Et vous voyez que petit à petit on va rajouter des ramifications, des branches, pour obtenir en fait ce qu'on appelle une vision buissonnante de la lignée humaine. Il y a eu plein d'espèces qui ont parcouru notre histoire, qui ont jalonné notre histoire. On a vécu des espèces qui ont cohabité d'ailleurs, les australopithèques avec les habilis, les erectus. Notre espèce sapiens a cohabité avec les néandertaliens, donc l'évolution n'est pas linéaire. Au contraire, elle est buissonnante. Et aujourd'hui, c'est la contingence de l'évolution qui fait qu'il n'existe qu'une seule espèce qui a survécu à cette histoire, c'est nous. Mais on n'a pas justement à développer, vous avez plutôt à développer cet aspect buissonnant de la lignée humaine. Alors pour finir, je résume ce dernier volet du chapitre Un regard sur l'évolution de l'homme. Retenir que, et ça sera l'objectif de beaucoup d'exercices, un fossile, comment doit-on raisonner pour l'apparenter à la lignée évolutive de l'homme ou à celle du chimpanzé? Eh bien, il faut identifier les caractères dérivés qui sont propres à la lignée humaine, c'est-à-dire les caractères qui font l'homme. Retenir que il y en a 3, donc il y a tous les caractères liés à l'acquisition de la bipédie exclusive. Cette bipédie exclusive va considérablement modifier le squelette, et donc il y a plein de traces dans le squelette, au niveau du bassin, du fémur, de la colonne vertébrale, du tronc occipital, etc., qui permettent de témoigner d'une bipédie franche. On peut aussi travailler sur le volume crânien qui doit être élevé, et une réduction de la face. Et enfin l'aspect culturel et métaphysique qui sont des caractères forts de l'homme. Alors on a vu qu'en théorie c'est pratique, mais dans la réalité c'est plus compliqué parce que ces caractères apparaissent progressivement, et on peut très bien avoir des représentants de notre histoire, type australopithèque, qui n'ont que l'acquisition de la bipédie mais qui ont encore une réduction, une phase prognate, un volume crânien faible, et aucun outil, donc pas l'aspect culturel et métaphysique. Mais ça se fait progressivement. Et donc grâce à ce travail, on est arrivé à distinguer ce qu'on appelle le stade préhumain avec Toumaï d'Australopithèque, et on a vu apparaître le genre Homo, avec Exampo erectus, Neanderthalensis, et n'oubliez pas de développer l'aspect buissonnant de notre histoire. Voilà.